Les histoires qu'on nous raconte au début de la vie, les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on raconte. Ça commence comme ça. Vent. Ça vient de loin. Vent. Tempête. Sur la lande rocheuse, un arbre isolé. Le ciel menace, la nuit tourne, la lune se lève, le vent siffle, la pluie est glaciale, l'orage approche. Une bande d'hommes, affamés, apeurés, transis, se serrent les uns contre les autres sous le feuillage généreux. Ils sont couverts de peau de bête, cheveux en broussailles, nu-pieds, voûtés. Ils gémissent, ils clapissent, ils éructent. Ils sont les hommes de Cro-Magnon. La pluie redoute, et les nuages défilent menaçants. Alors, les hommes y voient des visages ennemis, des yeux diaboliques, des nez gigantesques, des crocs, des dents, des défenses, des trompes, des dragons, cracheurs de feu à trois têtes. Que sais-je? Ils ont peur. Le ciel gronde, le vent hurle, le tonnerre tonne, qui parle, et des éclairs zappent la nuit noire. Ah, ils gémissent, et soudain du ciel noyé d'eau, surgit le feu. La foudre s'abat. Poum, il meurt. Une vieille édentée et un enfant survivront. Ils reprendront leur marche. Le jour se lèvera. Et ils raconteront, à coups d'histoire, le drame de cette nuit. La fiction est née. Que veux-je dire par là? Alors d'abord, quel est le langage de Cro-Magnon? Nous ne le savons pas. Nous le supposons, maestro. Ah bah oui, là ce soir, on a voyagé, on était là-bas. En haut. Oui, en haut. Alors en haut, parce que en. Et en, c'est. En, c'est la soumission. En, c'est le géant. On retrouve dans Louis le Grand, ou Jean Giscan. Oh, bah oh, c'est l'effroi. Oh, et c'est l'eau. Oh, qui dégringole sur eux, qui est froide, qui est glaciale. Et quand en haut, c'est en bas. Et en bas, pourquoi? Non, mais c'est. Parce que bas, c'est Néandertal qui a monté le truc, c'était A au début, c'était ha. Et A, c'est le feu. Géant feu, géant. Et Cro-Magnon, qui est plus rythmique, va mettre un B, c'est en bas. Ah, vous l'avez laissé en bas, embarrassé, ambassadeur. De quoi partir? Eh bien, d'abord, il parle d'une découverte qui les trouble et qui est embarrassante, qui est celle du feu qui surgit de l'eau. Parce que Cro-Magnon connaît bien le feu, mais pas avec l'eau. Voilà. Alors de quoi parle-t-il d'autre? Eh bien, il parle, il s'interroge. Il dit pourquoi? Mais pourquoi moi? Pourquoi les miens? Ouais, pourquoi? L'homme s'interroge. Le mammouth, là, s'interroge pas, le mammouth, il broute. La
fout, broute mammouth. Tandis que l'homme interroge. Il interroge le why. Why. Warum. Il invente. Qu'est-ce qu'il a fait? La culpabilité et l'indécence. Donc il invente des histoires pour comprendre l'incompréhensible, et on peut dire d'une certaine manière un peu pédante, peut-être, mais néanmoins juste, que c'est le début de l'intelligence. Des histoires pour comprendre l'incompréhensible, des histoires contre l'angoisse, le fameux Meerlicht de Goethe, plus de lumière, Meerlicht. Enfin, comprendre la fin, comprendre la vie, comprendre la mort, comprendre l'arc-en-ciel. Cro-Magnon invente donc la fiction. La fiction contre l'angoisse. Par exemple, en haut en bas, en fait, c'est on suppose, en haut en bas, Atasala, Molo Molo, Scoudé. C'est-à-dire, en haut en bas, géant, cool, longue marche avec boule de feu. En haut en bas. Donc on peut dire qu'il au bac, littérature développée. Voilà. C'est une belle chose, la fiction. Perso de l'humanité, des histoires. Bien, on va rester au perso de l'humanité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un enfant naît aujourd'hui avec nous. Bon, on va d'ailleurs lui donner un nom parce qu'il va être une sorte de fil d'Ariane de mon exposé. On va l'appeler au hasard Balthazar Hector. Hector. Un enfant né, il s'appelle Hector. On lui donne le sein et immédiatement, on lui raconte des histoires. Des histoires extraordinaires. Des... Histoire extraordinaire. Où les animaux parlent, où les hommes et les rois sont méchants, mais où les héros et les dieux existent. Des histoires extraordinaires, c'est-à-dire hors ordinaires, des histoires hors la loi, comme plus tard celle des Indiens, des histoires pleines de liberté, des beaux voyous, ceux qu'on aime parce qu'ils n'existent pas, ou bien encore des femmes au goût de fatalité, des histoires universelles qui font que le monde est plus grand que la terre. Et quand on raconte une histoire à Hector, Hector il se raconte des histoires tout seul. Hein, à 6 ans, il joue dans sa baignoire. Et qui est-ce qui est déguisé dans les toilettes? C'est Moby Dick, la baleine blanche. Plus tard, sans aucun souci, il est Hercule. D'Artagnan galope de Buckingham à Versailles, son cheval s'appelle Pégase. Ensuite, il sera je sais pas quoi, Harry Potter, son ami sera Ron, l'autre sera Hermione. 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 C'est la guerre de Troie. Antiquité. Hermione. Et au programme. Donc, Hermione, donc, Hector, tu es par Achille. Bon, donc là, il faut faire attention au prénom qu'on donne à nos enfants. Et très rapidement, Achille lui-même est tué par Paris. Paris, donc, et c'est là où je veux en venir, la flèche est détournée par un dieu. C'est-à-dire que les immortels se mélangent aux mortels, les dieux aux hommes. Et ça, c'est formidable, parce que ça confirme bien le domaine du tout possible. La fiction, le tout est possible. Alors il adore ça, Hector. Il en redemande. Il en redemande, comme dans les histoires extraordinaires qu'on lui a soumises. Par exemple, le grand monsieur là, qui a une barbe comme ça, qui a reçu les tables de la loi. À quel âge il a, les gars? 500 ans, peut-être. Lui, moi aussi, j'ai 500 ans. Oh, il parle à l'océan, lui. Ouvre-toi, que mon peuple passe. Et puis, pouf, la mer s'ouvre. Le mec, il dit, bouche, Hector, sa baignoire. Pouf, l'eau s'en va. Ah, moi aussi. Et l'homme, celui qui marche sur l'eau. Hein? Hector aussi marche sur l'eau. Où vas-tu, Hector? Je vais en Corse, maman. Comment? À pied. Tout est possible. Bon, c'est facile pour l'enfant. Il peut tout. Sans rien. Mais plus tard, l'adolescence.
Alors l'adolescence, adolescere, aller vers. L'intéressant, c'est le mouvement. Ou ephinos. En grec, ephinos, pas fini. Ephinos, mais il y a fin au milieu, pas fini. Et en fait, ça veut dire aller vers l'entier. D'ailleurs, l'adolescent est souvent... L'adolescence, 16 ans, les vacances, le foin, la sueur, les vaches, la bouse, la mer, le sel, l'iode, le vin, les vignes, les filles, l'amour. Ce soir, il y a bal à la campagne. Bal à la campagne. Animé par le terrible Mr. Joe. Alors, Mr. Joe, son vrai nom, c'est Georges, et ce soir, c'est Mr. Joe. Tout est possible. Bon, Victor, il est là, il connaît personne. Il va aller au bal, mais alors, comment faire? Alors il convoque, lui aussi. Hein, Cro-Magnon, il convoque, ah, aidez-moi, il cherche. Alors il pense qu'il vient de la ville, il pense que la ville est gna, il pense qu'il vient de la capitale, c'est un peu gna, et puis finalement, la Tour Eiffel. Il dit, je suis ambassadeur de la Tour Eiffel. Vous voyez, vous vous souvenez, ambassadeur. Hop, ambassadeur. Non, ça fait l'unanimité. La Tour Eiffel, hein, dans tous les pays du monde. Tour Eiffel, terminé. Alors il y a la Tour Eiffel, et ça lui tient chaud. C'est-à-dire que l'enfant dévoile. L'enfant, il est tout comme ça. L'adolescence, c'est secret. Il dit pas aux autres, je m'appelle Tour Eiffel. Non. Il se dit, tu peux aller la voir parce que tu es la Tour. C'est secret. Il n'y a que lui qui sait. Alors, bal, voilà, il va au bal. Donc, s'il va au bal, on parle peu au bal, et on danse. Vous êtes dans le... Alors, bal. Il est intimidé. Comment tu t'appelles? Massé Ferguson. Moi c'est Tour Eiffel. Ils se disent ça, c'est l'intérieur. Ils n'ont pas le même langage. Ils vont lancer. Tu danses? Non. Slow. Ils sont tous... Ah, une. Pour la route. Courage. Fuyons.
se lève et... Waouh! Très très grand. Elle est mince. Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. La fille lui répond: non, moi je m'appelle Joël. Joël Canardo. Il s'évanouit. L'adolescence. Pas facile. Là, il a vu la femme. Il l'a même tenue dans ses bras. Trop tôt. Trop près. Alors il n'y a plus de Tour Eiffel, il n'y a plus personne. Alors il a eu peur. Alors il s'est effondré parce que la femme l'a vu. La femme, elle voit toujours l'homme. Alors il s'est enfui. Ah ben, laissons-le partir. Laissons-le, finalement, grandir. Salut! C'est pas facile, l'amour. Ça laisse des traces. J'en sais quelque chose. Bon, alors, revenons à Hector. Hector donc s'enfuit. Il s'enfuit où? Quitte à faire. Il s'enfuit au bout du monde. Là. Hercule, il a les Hespérides. Ulysse, il a l'Odyssée. Goldorak, il a Mars. Harry Potter, il a Poudlard. Hector, il a le bout du monde. Voilà. D'ailleurs, le bout du monde, on va aller là-bas, c'est le bout du monde. Arrête, bon, le bout du monde. Subjectif. Alors, le bout du monde. Le bout du monde. Le bout du monde, une chaîne de glaciers, la route ne passe pas, une impasse. Et sous les glaciers, dans les montagnes, une station de ski, le mois de février, Hector a 20 ans. Il a 20 ans et il est perchman. Il est à l'ombre, personne ne le voit. La lumière, elle est sur les gars du bout du monde. Parce que quand il skie comme des dieux, il danse, et on dirait Nourieff. Alors donc la montagne devient l'Olympe et on est tenté de lui dire attention Hector, ça recommence. Méfiez-vous, l'immortalité ne durera pas. Mais il est d'accord Hector. Il s'accroche comme il peut. Là, à l'ombre, personne ne le voit. Il a fait exprès. Hein, pour croire à la vie, la vraie. Il tend la perche, lui. Il est perchman, il tend la perche. Pouf. La perche. Et malheureusement, parfois, s'approche des dieux vivants. Dieux vivants, les fameux Nourieff, hein, ceux qui glissent comme des dieux. Vous avez compris, Nourieff, Dieu vivant, bon, c'est la poésie. 20 ans. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu vivant. Alors, Dieu vivant, non mais ça intéresse personne. Dieu vivant. Dieu vivant. Vous avez déjà vu des dieux qui n'étaient pas vivants? Le dieu n'est-il pas immortel? Et quel dieu? Le dieu grec. Alors on a déjà eu la préhistoire. Eh bien je vous propose maintenant de jeter un tout petit regard, très bref, très facile, sur l'Antiquité. Les dieux grecs, généalogie. Voilà. Simple.
Là, il est grec. Vous les voyez? Alors ça commence comme ça. Il y a une sorte de chaos. Oh, plus sophistiqué la nuit, un petit peu plus le jour. Et puis la première divinité, on va l'appeler Madame Gaïa, la Terre, une mère. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Gaïa? Elle attend un homme. Elle attend un homme, puis il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Alors elle attend. Elle fait le pied de grue. Elle fait le pied de grue, puis on en a marre, on fait le pied de grue. Gaïa. Pied de grue, d'ailleurs, c'est des pédimos glués. Glué et les grues, non, voilà. Et glu est devenu glué, hein. Donc c'est l'immobilité absolue, voilà, quel service, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Elle attend. Puis elle dit, j'en ai assez, je vais le faire toute seule. Boum, elle fait un enfant. Donc le front, un peu classique, ça, l'empêchement, boum, hop. Et arrive qui? Et bien arrive Ouranos. Ouranos, c'est son fils. Et Ouranos, ça veut dire, en grec, ciel allongé. Alors qu'est-ce qu'il fait, ciel allongé, le fils de Gaïa? Ben, il s'allonge. Il s'allonge sur quoi? Sur sa mère. Une fois allongé sur sa mère, il fait les enfants, il copule. Ah, les Grecs. La mère, elle fait... il copule. C'est ça, souvenez-vous. Souvenez-vous Cro-Magnon qui dit en haut, en bas, et qu'est-ce qu'ils disent les Gaulois? Que le ciel nous tombe sur la tête. Bon ben, le voilà le ciel. Alors il descend, il l'enveloppe, il l'embrasse, il l'aime, et elle étouffe. Parce qu'il ne veut pas qu'elle accouche. Pas de descendant. Ah, le grec. Alors elle retient tout, mais c'est des costauds quand même à l'époque. Alors, c'est des hécatonchires, c'est des titans, c'est des cyclopes, c'est des dieux, c'est des colosses. Plein de buffets, plein de buffets. Et là, à ce moment-là, basta. Et elle fait sortir le dernier. Le dernier, c'est Chronos. Le temps. Voici le temps. Alors voilà, le temps arrive, et donc ça va démarrer. Elle lui tend une faucille, qu'est-ce qu'il fait? Temps. Il châtre le père. Il tue le père. Plus de père. Allez, fondateur. C'est le début, ça continuera avec. On vient là, on a eu avant, en haut, la Sala, Moulon, mais là maintenant vous avez ça. Et alors, juste, non, mais c'était une parenthèse, hein, c'est l'histoire auquel on croit, hein, c'est ce qui nous motive. Hein. Bon, là, on est là. On voudrait juste parler de celui-là, là. Et bizarrement, le plus populaire de tous, il s'appelle Hercule, ou Héraclès. Voilà. Héraclès. Alors Héraclès, il est demi-dieu, c'est pour ça qu'il est là. Héros. Mais héros, ça veut dire qu'il est plus près de nous, quoi. Hein. C'est ce qui va nous permettre d'aller. C'est le fameux rêve, le héros, on peut l'approcher. Alors le héros, là, et Hercule est l'enfant d'un drame, d'un viol. C'est la naissance de la tragédie. Son futur père, le dieu des dieux, Zeus, repère sur terre la très belle Alcmène, le royaume d'Argos, dont le mari, Amphitryon, est parti chasser en Macédoine. Donc, le palais est libre, il descend, c'est la nuit, et là, il prend l'apparence d'Amphitryon. Elle lui dit, oh mais tu devais rentrer un peu plus tard. Ah, pas le temps de finir, déjà, boum. Nuit de Dieu. Hercule est conçu. À l'aube, Zeus s'en va, et arrive le vrai Amphitryon un peu plus tôt que prévu. Il voit sa femme à moitié nue. Les 3 mois d'abstinence, elle n'a pas le temps de se lever. Bam, il la plaque contre le truc. Et elle a juste le temps de dire encore. Et ce sera la légende, la fameuse légende, vous savez, de la salade macédoine. Quelle vigueur. Une jeune femme, chérie, tu reprendras bien un petit peu de salade de macédoine. Bon voilà. Non mais tout ça, ça fait plaisir. Voilà, c'est tiré d'un ouvrage de Lennox Lewis qui
s'appelle aux éditions Argois Magistère, Souffrance des sciences. C'est véridique, c'est absolument véridique. À peine il est né, et il naîtra donc Hercule, par une nuit de 5 lunes. Hercule, il est immédiatement l'objet de la furie, de la jalousie de Héra, sa mère, ou Junon, la femme de Jupiter, ou de l'autre. Qui lui affure d'une maladie infâme, honteuse, il a des problèmes intestinaux. Il a des gaz. Hercule pète. Bon, alors les pets d'Hercule, c'est pas des pets d'Hercule. J'imagine un tsunami. Alors là, pète partout, à tout vent. Bon, d'ailleurs, Hercule. Hercule. Son nom s'appelle Hercule. Hercule. Vous voyez ? Bon. Ou alors Héraclès. Héraclès, celui qui parle des fesses, Héraclès. Ou encore Gloire à l'air. Bon, c'est bien là, c'est page 17, c'est marqué là. Bon. Alors, on va pas non plus s'éterniser, moi ce que je voulais simplement vous dire, et qui est fort intéressant dans ce petit livre, c'est que ce que les dieux donnent l'humain, ils le reprennent de l'autre, voyez-vous, ça va lui permettre, par exemple, ces troubles intestinaux, cette maladie infâme, d'asphyxier immédiatement les pitons qui vont arriver dans son berceau très jeune. Il dégage les pitons, il va se marier, mais bon, vous voyez, le bon, le bien, l'amant. Un peu plus tard, il se marie avec Mégara, qui est la fille du roi Créon de Thèbes, et il n'a pas mangé assez de salade de Barcelone. Que ça, il voyait une petite nuit impuissante chez Hercule. Hercule impuissant. Il est pris d'une honte absolue et il dégage. Il dégage tellement qu'il tue sa femme et ses 8 enfants. Véridique, non, mais c'est là, bon. Enfin, c'est là. Il est condamné aux travaux forcés, les 12 travaux forcés. L'expiation, fils de Dieu, expiation, 12 travaux, il y a des histoires qui se répètent, c'est pas n'importe qui, une image. Alors il fait ces travaux qui vont lui permettre d'ailleurs, entre autres, grâce à sa maladie, d'asphyxier le lion de Némée. Vous ne voyez pas qu'il l'étrangle, il dégage, terminé, le lion va mourir en criant Agora, sacristie, je sais plus quoi, catharsis, drama. Bon, il meurt. Non, on a des traces. Les amis d'Ésope ont noté le Agora Catharsis Drama, ça a été noté, La Fontaine l'a repris dans L'âne et le lion, ça vous disait bien, ça y est. Ainsi de suite. Puis il va se marier, bon je vous passe là, et un jour, Zeus viendra le reprendre, alors qu'il est en train de se mettre sur le bûcher, lui il va brûler pour l'emmener aux cieux. Voilà, c'était l'histoire d'Hercule. Alors vous allez me demander, Héraclès, pourquoi ce long détour Bien, parce que, au moment où Hercule part dans les cieux, avec les dieux s'effacent. C'est fini. Les dieux au sens religieux, c'est fini. Il ne restera des dieux à ce moment-là plus que des histoires. Une sorte des contes, mythes et légendes, les fameux mythos. Des histoires qu'on raconte. Je voulais revenir là. Donc, c'est des histoires qu'on raconte et qui certainement inspirent notre petite mascotte que nous allons retrouver incessamment, notre cher Hector. Voilà, alors, terminer les dieux, on va les effacer, les dieux, terminer comme ça. Et d'une certaine manière, vous voyez, dans ce geste-là qui est très simple, on peut dire que le mortel efface l'immortalité. Prout. Hop. Allez, bon. Alors Hector, puisque Hector, qu'est-ce qu'il fait de toutes ces histoires On a vu son adolescence, on a vu son enfant, il en est où Eh bien Hector, il poursuit son petit destin d'homme. Il est sur la terre, en bas, sous le froid, dans la neige, le brouillard, et il tend inlassablement la perche à des débutants. Donc une jeune femme dans une combinaison rose, on va l'appeler Boudin Rose. Boudin Rose qui vient du 17e pouvoir, s'accroche désespérément toute sa vie, et là, dans ce petit... Donc voilà, elle est très en avant, ou alors c'est très en arrière, au moment où pif, il tire la chevillette, n'est-ce pas, là, il croise tout de suite les spatules, paf, et c'est la chute qu'on appelle faciale, la frontale, n'est-ce pas, qui me stalactite dans les oreilles. Boudin Rose, avec la neige, elle va revenir pour la 23e fois, se souvenant sans doute des préceptes de son père, ne lâche rien, ma fille. Élégamment, Hector lui mettra sa main pleine de cambouis sur les fesses pour la soutenir légèrement. Oh, pif, pouf, et là,
exploit suprême, elle va partir dans ce qu'on appelle la rotation de la toupie, oui. Elle part comme ça, là. Et là, elle tire bouchonner de l'autre côté, et elle ne lâche pas, et là, paf, elle s'allonge et c'est la serpillière. C'est-à-dire qu'elle va laver la piste du rond, sans lâcher, tirant terriblement sur le câble, jusqu'au ce qu'elle tombe dans un petit nid de poule, là, comme une vieille bouse, et puis, les gars, il tord, monter, taper avec sa massue, s'arracher les mains, les épissures, bon, les gens vont crier la fois. Le drame terrifiant, destin de l'homme, le petit homme. Enfin, le jour baisse. Blanche, Vénus émerge, et c'est la nuit. Pas mal, t'en passes mon mot là. Blanche. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait la nuit, Nureyev, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Un truc assez surprenant en France, il va au bar. Hector aussi. Et il boit. Hector aussi. Et c'est la chance de sa vie. Parce que s'il paye les tournées, les dieux vont le garder avec lui. Il fera partie des dieux. Les dieux vivants, c'est Nureyev. Les dieux sont radins. Vas-y, Hector, paye. Alors il va, bah de Dieu, c'est moi qui paye. Oh, tu payes? Bah, on va prendre un bébé, toi le loup, tu prends quoi? Il m'en reste, momie, Monaco, machin, truc. Bah tu vas reprendre, c'est moi qui paye, bah de Dieu. Les gars, il commence à s'infarter. Bon, bon. Moi je reviens là-dessus, c'est l'argent. L'enfant il est tout, l'adolescent il se prend pour, et Hector il achète. Il s'achète Nureyev. Non, il s'achète Nureyev. Voilà, on en est là. Ah, Dieu, il ne parle pas, il écoute. Et le gars, oh, bah, tu dois. Oh, j'ai fait 2 pauses hélico, le remets-moi, le lutte, whisky, alors, je dis, ouh, il y avait de la croûtée là-haut, il y avait le feu qui avait souffert. J'ai pris le congé derrière, on est parti faire 3 courbes, bien en angulation, sur les talons arrière, où je virais rond, au patin fin, au challenge, il regarde, c'est comme ça, tu remettras bien à Paris, il appelle Paris, ça veut dire du camp, Paris, celui qui sait pas ce qu'il y a. Au Paris, tu remets un jour, bon, c'est bien parti, puis avant, il y a des deux, on va les sustenter. Maman, on va emmener Paris, toi. Paris, il est capable de nous rincer. Viens là, Paris, viens manger avec nous. Il monte au restaurant, plein de citadins, je dirais même de citadines, n'est-ce pas? Et là, il voit le stentor, Nureyev dit, dis Paris, toi là-bas, qui viens tu sais bien des histoires. Toi nous faire rire, Parigo. Bon. Manque de peau. Il a bien farté aussi Hector, et il dégonfle pas. Il sait une histoire, et hop, il va plein pot, il se lève, bam. Petit sac. Bon, pas besoin de sac. Bonjour, monsieur le boucher. Dites donc, je suis de passage dans le quartier. C'est ma soeur qui m'envoie. Vous l'avez reconnu. Oh là là. Le voici, le voilà. Bernard Reynaud, le comique troupier, hein. L'antillon. Il va dedans. Voilà un peu de mots pour la chatte de ma soeur. Oh, ben, je ne sais pas bien si c'est un chat ou une chatte, dis là. Je crois que c'est une chatte qui a été castrée, là. C'est vrai. Qu'est-ce que vous auriez d'autre dans vos abattis? J'ai pas de mots. Ah bon? Alors quoi d'autre? J'ai un peu de cœur. Oh, dites donc. Montrez-moi votre cœur. Voilà mon sourire. Mais dites donc, il est mou.
Pas comme ça, vous êtes content. Je n'ai pas de mots, mais j'ai du cœur qui est mou. Comme ça, vous avez du cœur et puis deux mots. Succès. Très gros succès. Très gros succès dans les staminés, au premier. Très gros succès. Nous brillait. Et là, qui est-ce qui applaudit d'ailleurs? Là, c'est pas loin là-bas. Elle lui fait signe de s'approcher. Joël Canardo! Joël! Oh. Joël! Et elle lui dit, mais Hector, vous êtes le héros de la soirée. Il est gêné. Il est gêné. Alors quand on est gêné, on est gêné. Et gêné, ça veut dire on dit n'importe quoi. Donc il dit n'importe quoi et il dit une bêtise. On lui a rien demandé, c'est pour ça qu'il dit justement une bêtise. Il dit grâce à Nureyev, je rentre au Bolchoï. Voilà. Si je peux avoir une traduction simultanée. Grâce à Nureyev, bon. Grâce à Nureyev, je rentre au Bolchoï. Alors, on est en train de dire à ce moment-là, halte là! Hector, ça va? Hein? On a eu Mobilique, on a eu Hercule, on a eu machin, Nureyev, patin couffin, hein? On va prendre le téléphone et puis ça suffit, quoi. Passez-moi une camisole de force, Sainte-Anne, Charenton, on sait rien, Napoléon, oulala, bien mieux que ça, bon, etc. Bon, on est tenté. On ne le fera pas. Parce que finalement, d'abord elle a pari Joël Canardo. Elle l'a regardé Joël Canardo. Puis elle a cru en quelque chose. Parce qu'elle a compris quelque chose, Joël Canardo. Elle a compris grâce à Nureyev sur rentre au Bolchoï. Donc prosaïquement, grâce à Nureyev je rentre au Bolchoï, on peut dire grâce au mono je rentre à l'ESS. Bon. C'est plus joli de dire grâce à Nureyev je rentre au Bolchoï. Elle a compris simplement que ce gars-là derrière lui disait on me reconnaît. Je suis un petit peu aimé. Ouais. Non. C'est simple. C'est poétique. D'ailleurs, la poésie, n'est-ce pas le langage des dieux? Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. C'est lui payer, la poésie. Ça fait plus. Alors lui, on fait des affaires. On place de l'argent, ah, c'est pas facile. Au bon endroit, au bon moment. On dépose des brevets. Le bouton pression, c'est un brevet déposé. Fortune colossale, le bouton pression. Je parle pas de la fermeture éclair. Et la capote anglaise. Ah, la capote anglaise. Dévastation de la forêt amazonienne au 19e siècle. Ah, la famille Durex. Durex. Un empire, la famille Durex. Et la famille Durex, qui voit arriver un petit peu plus tard la contraception. Ah, Grisbin, la famille Durex. Et bientôt arrivera Sida. Ah, Durex. Saison 2, le retour. Bon, enfin, Hector. Non, Hector. Alors Hector. Vous voyez, Hector, il se débat. Non, ça. Hector, il en est où hein? C'est lui qui nous intéresse. Il croit en quoi maintenant? On l'a donc quitté avec Fernand Reynaud, et on imagine que grâce à Fernand, il rentre. Hein? Grâce à Fernand, il va vivre sa vie. Un film, d'ailleurs, vivre sa vie. Hein? Pour entrer dans le métier de vivre. Voilà, grâce à Fernand. On va s'approcher, on va aller voir une ville, et d'ailleurs, enfin, on le découvre, il est là dans un petit appartement sous les toits, très joli, une petite ville. Et en effet, il vit avec Joël Canardo. Oh, Joël Canardo, là, ils ont 26 ans. Oh, alors on s'approche encore pour voir ce qui se passe. C'est le matin. C'est le matin. Et Hector se lève. Il se réveille et évidemment, il va se regarder dans la glace le matin et se mettre un petit peu d'eau. Voilà. Je vais faire avec les petits moyens. Hein. Bon, j'imite un peu Hector. Et il se regarde dans la glace. Et il dit, je suis beau.
Ça arrive, ça nous est tous arrivé. Pas longtemps, ne bouge plus. Ça arrive. Ah, bouge plus, il y a justement Joël derrière qui lui dit dépêche-toi, je suis au travail. Là. Non, je peux pas bouger, je suis beau. Et puis là, il est. Ah non, je suis beau. Je suis sexuel. Puis il continue parce que là c'est un grand jour. Et il se dit je suis beau comme. Ça c'est le truc en trop. On revient, hein, il tape en arrière, beau comme. C'est plus lui. On le perd de nouveau lui. Hein, alors on va plonger dans le miroir, il va se trouver beau comme. Vas-y, petite affaire maintenant, vas-y, alors trouve-toi très beau. Vas-y, je suis beau comme un héros. Enfin, un héros lequel Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando. Fouda. Tramway nommé Désir, un de ses premiers films. Tramway nommé Désir, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il a le désir qui s'arrête en bas de chez lui, Marlon Brando. Toutes les 10 minutes, le désir qui passe. Cro-Magnon, il aurait vu le tramway désir qui passait, il montait dedans et la foudre. Ah, le désir. C'est le désir contre l'angoisse, c'est le fameux Merlicht. C'est ça, Brando, Merlicht. Alors il est heureux, ça lui tient un chaud. Alors il dit, je vais me fêter. Et tu m'achètes des fleurs. Il a raison. Personne ne va lui acheter des fleurs parce qu'il ressemble à Marlon Brando. Et à ce moment-là, elle frappe. Je vois, faut y aller, faut que j'y aille. Bon, ouvre. Il faut y aller. Alors là, il fait un effort très fort, Hector, et il l'est. Marlon Brando. Il ouvre la porte et il peut enfin l'affronter. Il parle. Je comprends rien. Il dit, tu parles pas très bien, il dit, ah, rien. Rien, même. Quoi je ressens spontanément. Ferme le radeau. Scud Hector. Petite bouse. Flasque. Terminé. Hein. Il rêve de ça, on lui parle de ça. Lui, il est là, mon truc en chocolat, il est sous la pluie. Là, il appelle sa femme Stella. Ça vient l'étoile. Et l'autre crétin, il dit moi j'en suis à l'épicier. Je rate le fromage de Hollande. Du fromage de Hollande. Dites donc monsieur, nous sommes ici dans le Cantal et vous me demandez du fromage de Hollande. Non, il n'y a pas photo. Alors là, bon, là il y a un petit moment de, vous allez vous dire, on va où? Où va-t-on? Eh bien on va, visiblement il résiste. Le combat il résiste. Bon. Alors elle fait une crise. Voilà, une crise à coupe quoi. Joël fait une crise. Va voir là-bas si j'y suis. Va voir là-bas si j'y suis. À la force. Là-bas si j'y suis. Si j'y suis. En Mongolie. Ça lui échappe. D'accord? Suivez. On va aller en Mongolie nous aussi. À la Mongolie. La Mongolie, 6 fois la
capitale Oulan-Bator. Oulan-Bator, c'est le héros rouge. T'habites où? Oulan-Bator. L'autre, il habite Choisy-le-Roi. Ça commence bien. Et là, sur la place de la seule ville, hein, au milieu de la steppe, il y a un feu rouge, qui d'ailleurs est au vert. Bon, bien. Et qui est-ce qui passe au feu rouge qui est vert? Un peau rouge. Ouais, il y a un peau rouge. Sur un cheval. Alors forcément, il a une sorte de pelisse bleue, un stracan, il a une ceinture merveilleuse, il a une chapka marmotte rousse, et puis là, il a un aigle. Et puis sur son cheval. Magnifique. Il a le même visage que les Comanches, que les Sioux. Simplement que eux, ils ont pris à l'ouest, il y a longtemps, du Bering, et que lui, il a pris à l'est. Voilà. C'est les mêmes. Le recteur, si c'est un peau rouge, il s'appelle Sitting Bull. Et si c'est Sitting Bull, c'est donc un taureau qui est assis sur un cheval, qui passe au feu vert, qui est rouge, sous le regard du héros. Ça lui va bien, il est content. C'est magnifique. Alors il l'appelle, il le regarde, puis il le suit. Sitting Bull! Sitting Bull! Sitting Bull! Et Sitting Bull se retourne, et je vous le jure, il lui tend la main. Il le prend en croupe, clac, sur son cheval, et ils rentrent tous les deux, à petits pas, dans la steppe, infinie. Alors, Victor, il regarde tout ça, il y a des chameaux sauvages, double bosse, poil de golis, et des hordes de loups. Puis la selle est en bois, ça lui brûle les fesses. Le cavalier Sitting Bull sent très très fort l'odeur de beurre orange. De temps en temps, l'aigle déploie ses ailes très acérées. La nuit arrive, ils arrivent à la yourte. Les nuits sont très très froides. Les nomades sont là, vodka chinoise. J'avais les jours passent. Il a complètement les fesses déchirées en lambeaux. Le bras cassé par l'aigle. Qu'une envie de rentrer. Au cinéma, à l'aventure, oui. Une tasse de thé avec Joël, un petit truc en velours rouge, mais pour de vrai, non. La fiction pour de faux, oui. Pour de vrai, non. Et à ce moment-là, Sitting Bull lui annonce Halassa Sakai. Halassa Sakai. Halassa Sakai, ça veut dire peste des marmottes. Halassa Sakai, je permets juste de revenir ainsi. Vous vous souvenez qu'au début, en haut en bas, Halassa Molo Molo Scoudé. Et Halassa, on le retrouve là, Halassa Sakai, Halassa. Donc Halassa, si vous voulez, c'est le début de la langue, hein, les Indo, c'est un groupe, une sorte de beaucoup, mais beaucoup. Donc, peste de la marmotte, beaucoup marmotte, peste. Halassa Sakai. Et dans la phrase Ambo à la sala, Molo Molo Scoudé, je ne sais pas si vous l'avez déjà traduit, mais c'est donc le géant, Halassa Molo Molo, cool, longue marche, Scoudé, avec boule de feu. Scoudé, vous le connaissez, Scud, boum. Et il y a un champeul des nomades aussi, hein, et ça existe aujourd'hui, il n'y a pas de trace orale, qui chante à la sala molo molo. Alors à la sala, ça veut dire en gros, assis-toi là. Et chez les nomades, c'est très fort, hein, assis-toi là, tous ensemble, beaucoup. C'est cette idée quoi. À la sala, ça caille. Épidémie de la peste, la peste de la marmotte, ben oui mon vieux. Les marmottes, elles ont souvent la peste. Ah bon? Et comme le yak, il mange les crottes des marmottes. Et toi, tu manges du fromage de yak, des galettes de yak, du pain de yak, lait de yak, de l'alcool de yak, tu te chauffes au crottin de yak, bon, etc. Et on lui dit d'ailleurs, Sitting Bull, son vrai nom c'est Aaron. Et chauffeur routier une semaine sur deux. Chauffeur routier, mon Sitting Bull à moi. Ah oui mon vieux, tu crois quoi? Arrête ton cinéma, visage pâle. On vit pas avec des fromages de yak.
Imparable. Et un soir, en effet, dans la steppe infinie, arrive un Lermontov, c'est un modèle soviétique, 45 tonnes, 62 mètres de long, et c'est une bulle au volant qui à ce moment-là ne ressemble plus du tout à un Indien, il a les dents recouvertes de limailles, terrible, Aaron. Ils montent tous les deux une sorte de cockpit de Star Wars, c'est la nuit noire, et ils s'enfoncent. Et d'un seul coup, surgissant la nuit noire, il y a toute la famille de Gengis Khan qui apparaît. Bah, plein, 2, 4, 6, 12, il y a 8 places, et puis il y a 30 mecs, 30 Gengis Khan qui sont là. Une langue très syncopée. Très large. Puis d'ailleurs, ça traîne peu. À un moment, ils lui disent Varla Vazabé. Varla Vazabé. Ça va être ton tour, visage pâle. Mon tour, quel tour? Vous nous avez suffisamment enculé, visage pâle. Alors, il se dit, il ne parlait pas comme ça si j'étais Marlon Brando. Toujours Marlon Brando, Marlon Brando, Marlon Brando, Marlon Brando. Et il comprend. Il comprend. Il comprend que les routiers ne scalpent pas, ils violent. Alors là, il entame, un sursaut d'énergie, le chant de Fernand Reynaud. Bonjour, monsieur le bouge. Peu importe, c'est plutôt le. Alors tout pourquoi debout? Dans la. Bon, etc. Et les gars aiment bien le. Et il rit. Et il est sauvé. Et ils lui disent Woumeyoho, Fernand Reynaud. Woumeyoho, Fernand Reynaud. Et en haut, et en haut, et en haut, en haut, en haut. En haut! En haut, en haut! Et Hector devient en haut. Il s'appelle en haut. Et à ce moment-là, le tonnerre claque, la foudre apparaît. Oh, alors tous les hommes de Gengis Khan, les enfants de la famille Gengis Khan, elles s'éparpillent comme ça, ils restent seuls dans le camion, en haut, qui tend les bras comme ça, la foudre s'abat, bam, et c'est la foudre qui se désagrège parce qu'il est protégé par les pneumatiques du camion soviétique. Paf, la foudre. Alors là, les gars, déjà que c'était en haut, là c'est plus en haut, c'est en haut, c'est pas le ciel, c'est building, idole, change d'idole. Ouais, il se prosterne, hey, 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 en haut, hey, 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 en haut. C'est Kurtz, quoi, les ténèbres. Ah oui, oh, oui, en haut, et voilà. Voilà. Donc là, on est vraiment tenté de dire bravo. Bon, on espérait autre chose, hein, on voulait qu'il rentre dans la vie, mais enfin, il est devenu une histoire. Hector est devenu une histoire. Ça arrive rarement, il y en a peu. Une histoire de son vivant, une légende. Bon, bah, ouais. Et on lui apporte des sacrifices, des femmes, des offrandes. Ça ne lui suffit pas. Il dit, je veux rentrer et je veux voir Joël. Bon. Alors là, Hector, bon, vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait depuis le début qu'on demande les dieux vivants, machin, truc, oubliez, maintenant vous y êtes, et puis vous voulez quoi? Joël. Alors la famille Gengis Khan l'amène à l'aéroport. Mais fait mon nom c'est Hector et ma femme c'est Joël. Femme, phrase terrible, il va rester dans le. Mon nom c'est Hector, ma femme c'est Joël. Bam! Fin de l'histoire. Il arrive donc sur l'aéroport, il rentre, et puis il va chez lui, et là il retrouve Joël, et oh, il s'embrasse très fort, et elle lui dit, oh, tu sens le beurre? Il répond, oui, le beurre de yak. Et il se met à lui raconter des histoires. D'abord des histoires du voyage, puis des histoires. C'est une sorte de Scheherazade. Scheherazade, il y a plein d'histoires, des histoires où il est sur tout. Puis un jour il lui dit,
Veux-tu que je te raconte la foudre? Oh. Oui. Et lui, alors, voilà, il y a la foudre qui apparaît, puis il y a les hommes de Cro-Magnon, ils sont sous un arbre, et la foudre s'abat, et à ce moment-là, le chef du clan écrit « Haba !» en haut. Alors, Haba en haut, les hommes de Cro-Magnon, ils partent horizontalement, mais il y a un mammouth, là. Il y a un mammouth qui broute. Il entend Haba, et Haba, il sait que c'est danger, Haba, et puis il voit les hommes faire ça, alors il fait ça, c'est-à-dire qu'il arrive sous l'arbre. Alors, sous l'arbre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait la foudre? Paf! Elle s'abat. Mammouth grille. Et là, prend feu. Donc il y a une sorte de bougie gigantesque comme ça. Les hommes de Cro-Magnon viennent et ils voient Mammouth griller. Et Mammouth, ça se dit, en indo-européen, Békou. Donc ils disent Babékou. Babékou, Babékou. Donc c'est l'an 1 du Babékou. Alors là, Joël dit quand t'es drôle, t'es beau. Nous allons donc conclure. Je vous remercie d'avoir la gentillesse d'écouter cette très modeste petite conférence. Nous allons conclure en chanson comme d'habitude. La morale de la storia, la morale de la storia, c'est qu'il y en a tous une histoire. La morale de la storia, I mi chiamo Fernand Reynaud, I want you Marlon Brando. Y a-t-il eu Relief, la morale de la storia, l'io il est tout bas et le beau il est tout laid. La morale de la storia, c'est qu'il y en a pas.